Ajustement technique. Bonjour à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes encore très nombreux, merci à vous. Et le webinaire démarre. C'est une quadrilogie SMT. Voilà, on espère que ce dernier webinaire donnera la bonne quadrature du cercle. Évidemment, je fais référence au flyer des annonces du webinaire. Le chat, on se retrouve à 13h35. Réagissez, posez vos questions aux intervenants. Et sans plus attendre, nous allons accueillir Monsieur Nicolas Verda, qui lui nous accueille, puisqu'il est le 4e vice-président du SMT de l'aire métropolitaine lyonnaise. Pourquoi ce webinaire et pourquoi ce sujet, la voiture pour l'intermodalité en gare périurbaine? Quelle stratégie autour des parkings relais? C'est une bonne question. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce dernier rendez-vous de notre série de 4 webinaires sur l'intermodalité en mode pratique, dédié aux principaux modes d'accès aux gares périurbaines. Donc je rappelle que ces séances s'inscrivent dans notre démarche du plan d'action PRI. Après la marche, le vélo, les transports collectifs et transports à la demande, que d'ailleurs j'ai eu le plaisir de présider la dernière fois, nous abordons aujourd'hui le thème de la voiture en intermodalité dans les gares du TER du périurbain. Aujourd'hui, selon les enquêtes dans notre aire métropolitaine, la voiture reste, sur la plupart des gares périurbaines, le premier mode utilisé pour se rabattre sur la gare. Alors, soit en dépose minute, soit en covoiturant en faisant de l'autostop organisé jusqu'à la gare, mais ça reste marginal, c'est surtout et d'abord en stationnant sa voiture toute la journée sur le parking relais de la gare. Le nombre de voitures stationnées a globalement doublé entre 2005 et 2015 dans les parkings des gares de notre aire métropolitaine. L'usager du train quotidien dans notre aire métropolitaine consacre en moyenne jusqu'à environ 25 minutes pour venir en gare, quel que soit le mode qu'il utilise. Et la voiture, elle est adoptée aussi bien pour ceux qui habitent loin de la gare, donc par choix ou plutôt même par obligation, mais souvent aussi pour des gens qui habitent un petit peu moins loin, parfois même dans la même commune que la gare, assez proche. Donc c'est plutôt un usage qui est de confort, une façon un petit peu de justifier la deuxième voiture du ménage ou quelque chose comme ça. Mais cela a un prix pour l'usager, mais aussi pour nous, collectivités territoriales, collectivités locales. Les automobilistes sous-estiment souvent les coûts masqués de leur voiture, et les communes et les collectivités locales mettent en place des solutions pour gérer le stationnement, donc qui ont un coût. Aussi bien des solutions provisoires, on a parfois des ouvertures de parking provisoires sur du foncier non utilisé pour répondre en urgence à la pression croissante que nous avons de nos usagers, mais aussi des solutions pérennes pour éviter les débordements des parkings relais. Donc, par exemple, on a des mises en place de zones bleues, d'une réglementation du stationnement sur voirie dans le quartier de la gare, où on a également des contrôles d'accès qui peuvent être mis en place. Notamment, je pourrais vous parler plus tard de Vienne, qui a un parking en ouvrage avec un abonnement attribué en fonction du lieu de résidence. On a également des mises en place de tarification spécifiques, c'est le cas de Bourgoin-Jallieu, avec un parking en surface, avec une partie en contrôle d'accès payant et surveillé. Cette question des parkings relais et la place des acteurs publics, notamment les AOM, mais aussi les communes concernées, elle est ressortie fortement de nos échanges avec les partenaires du PAI lors de nos comités de suivi annuels dans les 8 corridors ferroviaires. Le SMT a réalisé en 2020, dans le cadre d'un partenariat avec le CEREMA, un benchmark national et international sur les stratégies de P+R, que d'ailleurs vous retrouverez résumé sur le site internet du SMT AML. Il le décline actuellement sur les branches de nos étoiles ferroviaires pour proposer des scénarios de gestion de P+R dans une logique de corridor. En 2021 sur le Val de Gier, en 2022 sur le Val de Saône et sur la plaine de l'Ain. Dans notre format de webinaire d'1 heure, alors vous verrez 1 heure c'est très dense, très condensé, nous souhaitons pour nos membres et AOM partenaires du SMT, donc du PAI, faire le point sur les principes clés, mais aussi partager des questionnements avec les interventions notamment de M. Dubois, directeur d'études du CEREMA, avec qui le SMT a coproduit cette étude, Sonia Lavanino, avec son regard depuis la Suisse que vous connaissez, elle nous suit sur tous ces webinaires, M. Varès, chef de projet transport à la communauté d'agglomération Paris-Val-de-Marne, qui est en train de travailler notamment à l'évolution de la gestion de plusieurs P+R sur la ligne RER A. Et donc, sans plus tarder, je vais céder la parole, il me semble, à Sonia. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas Verna, d'avoir introduit ce 4e webinaire. Et tout de suite, à nous tous de demander à Sonia, déjà dire bonjour à notre témoin. Bonjour, Sonia. Bonjour, ça va, vous m'entendez bien? Vous savez, comme à l'habitude, on a pris une mécanique un peu de ces 4 webinaires. On va vous demander en 2 minutes de réagir à cette invitation, à venir commenter et réagir sur des propositions sur ce sujet spécifique des parcs relais.
Pourquoi c'est un focus qui est intéressant, mais qui peut aussi nous amener à repenser l'intermodalité? C'est sûr que ça, c'est une brique parmi d'autres. Je pense qu'il faut déjà ne pas céder à la tentation de se dire que c'est la brique, parce qu'on l'a déjà vu au cours des autres webinaires, c'est juste un bouquet multimodal et ce bouquet devrait inciter toujours les gens à prendre le mode qui s'avère le plus adapté aux circonstances du moment, hein, et c'est ça qui est le plus dur, je dirais, dans les bonnes habitudes à prendre, c'est vraiment savoir utiliser le couteau suisse et pas uniquement la seule partie qui coupe alors qu'on a plein d'outils à disposition. Donc ici, on est bien dans cette logique. Je pense que c'est pour le cas français, étant donné la part modale encore très importante de la voiture et surtout dans le périurbain et dans le rural où c'est vraiment quasi exclusivement le mode de transport habituel, ça a du sens de pouvoir agir sur ces parkings relais, notamment, on va le voir un peu plus tard, sur la question de comment fabriquer des parkings relais à la source, au plus près possible finalement du domicile, plutôt qu'à destination, plutôt que dans le tissu réellement métropolitain qui vient encore engorger les métropoles. Donc, c'est la question de savoir finalement la bonne localisation au bon endroit, au bon moment et quel service et quelles expériences d'accompagnement on va mettre autour de cela pour réellement être en capacité d'intéresser et de captiver l'automobiliste si on prend ce chemin de développer le parking relais. Donc, c'est ce qu'on va voir au cours de ce webinaire et je me réjouis aussi de vous montrer les exemples suisses en la matière. Voilà, vous vous mettez en haleine pour la suite du webinaire. Donc, je vais me retourner vers David Dubois. Évidemment, cette relation domicile-travail, elle nous intéresse. Et comme l'a dit Nicolas Everna, le SMT vous invite à présenter un travail de qualité qui va nous permettre de prendre un peu l'intégralité des composantes pour bien raisonner ce sujet. Vous êtes bien sûr directeur d'études de politique de mobilité au CMA. On vous écoute, monsieur, pendant 10 minutes. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement vous restituer une étude qu'on avait réalisée il y a maintenant 2 ans en partenariat avec le SMT-AML, dont l'objectif était de faire un tour d'horizon en France, en Europe et puis même dans le monde, des démarches de planification stratégique en faveur des parcs relais, puis aussi des exemples de réalisation technique de parcs relais. Alors, cet objet parc relais, hein, c'est un objet qui est extrêmement répandu. Il y a cette idée très largement répandue, ce principe que oui, les parcs relais peuvent avoir un effet bénéfique dans le cadre d'une politique globale de mobilité. Dès lors, les politiques de parcs relais que l'on retrouve un peu partout dans le monde vont viser 3 grandes catégories d'objectifs. Le premier, c'est de gérer le stationnement qui est déjà existant aux abords des gares périurbaines ou des gares de train de banlieue. Deuxième objectif, ça va être de renforcer l'usage des transports collectifs, notamment du train, avec une optique de report modal. Et troisième grand principe, c'est celui plutôt de protection du centre-ville, donc en essayant de diminuer la circulation à l'intérieur des cœurs métropolitains. Donc l'objet parc relais, a priori, un objet assez consensuel, mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces parcs relais se trouvent assez fréquemment au cœur de tensions qui sont parfois contradictoires. 2 grandes raisons à ça. Hein. La première, c'est que si on regarde l'efficacité de ces parcs relais pour répondre aux objectifs qui leur sont alliés, mais cette efficacité peut être quelque part remise en cause. On se rend compte que voilà, c'est pas forcément la mesure la plus efficace, par exemple pour renforcer l'usage des transports collectifs. L'autre source de tension, c'est que sa création de parcs relais va générer, alors à l'échelle plutôt locale, certains effets négatifs. Premier effet négatif, c'est sur la consommation de foncier. Le parc relais est un objet qui nécessite du foncier, beaucoup d'espace, qu'on aurait pu utiliser à d'autres usages qui auraient peut-être permis une utilisation plus intense de ce morceau de ville en proximité d'une gare périurbaine. Deuxième effet négatif potentiel, c'est la concurrence du parc relais vis-à-vis des autres modes de rabattement. On en parlait tout à l'heure du couteau suisse. Ben oui, il ne faut pas privilégier uniquement un outil de ce couteau suisse et bien miser sur l'ensemble des possibilités de rabattement. Troisième effet négatif, ben effectivement, le parking relais attire des véhicules, il est fait pour ça, donc hausse du trafic dans les quartiers aux alentours du parc relais. Donc tout ça, ça invite à étudier vraiment finement la place du rabattement voiture vers les gares, en complémentarité avec tous les autres outils du couteau suisse, la marche, le vélo, les transports en commun. Et ça invite également à coordonner cette politique de parc relais dans une politique globale de stationnement à l'échelle du quartier d'une part et aussi à l'échelle de la métropole, de l'agglomération d'autre part.
à la diapositive suivante. Alors, si cet objet parc relais, il est, comme je le disais, extrêmement répandu, pour autant, en France, en tout cas, on trouve assez peu de démarches stratégiques de planification. Globalement, l'offre de rabattement en parc relais qu'on trouve dans les différentes régions métropolitaines est souvent assez mal identifiée, elle manque parfois de cohérence, et les régions qui sont directement compétentes pour organiser les trains, finalement, n'interviennent pas, ou en tout cas assez peu fréquemment de façon directe, pour la construction, la planification de ces parcs relais autour des gares périurbaines. Souvent, les régions vont plutôt être en accompagnement des politiques menées par les collectivités locales, les comités de communes, les comités d'agglomération ou les communes. Il en reste une, on en a trouvé une démarche de planification qui est en Île-de-France, mais l'intervention d'Aurélien Varès qui va suivre permettra d'avoir plus de précision sur ce sujet. Alors, ça contraste très fortement avec ce qu'on trouve autour des parcs relais urbains, qui eux sont très fortement pilotés et aménagés et gérés par, on appelait à l'époque les autorités organisées des transports urbains, donc au niveau des cœurs métropolitains. On peut avancer à la diapo qui suit. Une des grandes questions que nous avons étudiées dans le cadre de cette étude, c'était comment bien concevoir un parc relais. Alors la question, elle a plusieurs volets. Le premier critère de conception, et Sonia Lavadino a déjà évoqué cette question, c'est celle de la localisation. Où positionner de façon efficace, pertinente ces parcs relais. Là, le benchmark mondial montre que globalement, plus le parc relais va être positionné en amont, c'est-à-dire proche du domicile des personnes qui l'utilisent, plus l'efficacité de ce parc relais en matière de report modal, en matière d'efficacité environnementale, va être intéressante. C'est vraiment le principe de capter l'automobiliste à la source, ou en tout cas le plus près possible de la source. Deuxième question stratégique en matière de conception des parcs relais, c'est la question du dimensionnement, qui est une question extrêmement compliquée sur laquelle nous n'avons pas trouvé de solution, de formule magique pour savoir quel nombre de places prévoir dans un parc relais. C'est quelque chose qu'il faut étudier vraiment avec la plus grande précision en fonction de tout le contexte de la gare, de l'offre de services en gare, des pratiques de rabattement existantes, pour éviter le sous-dimensionnement ou peut-être encore pire, le surdimensionnement de ces parcs relais qui va s'avérer extrêmement négatif d'un point de vue à la fois fonctionnel et économique. Troisième grande catégorie en matière de conception, on se rapproche de l'aménagement de ce parc relais, c'est l'organisation des circulations, le fonctionnement de l'espace du parc relais. Alors certes, le parc relais est un objet qui a pour objectif de faciliter les rabattements en voiture, mais je reprends encore l'exemple du couteau suisse, surtout ne pas négliger les autres modes de rabattement. C'est un peu l'esprit de ce que vous avez sur la droite de l'écran, c'est une politique qui est menée autour de San Francisco aux États-Unis. Il vous montre quelle priorité est donnée dans les modes d'accès aux gares du réseau de trains de banlieue de San Francisco. Là, vous avez l'exemple avec un parc relais, mais vous voyez que le mode prioritaire, c'est la marche, suivi du vélo. Enfin, les services de transport collectif et tout à la fin, la voiture. Alors d'abord avec ses usages partagés, notamment la dépose minute dont on a déjà parlé, ou les accès en taxi. Et finalement, en dernier, vient le parc relais avec le stationnement, on va dire, longue durée. Deux autres derniers points pour conclure sur cet aspect conception. On trouve quelques exemples, quelques réflexions autour de la mutualisation du stationnement, alors qui est un concept intéressant et qui consiste à tirer profit des différentes temporalités d'usage de la gare, des réseaux de transport qui sont plutôt utilisés la semaine et aux heures de pointe, avec d'autres équipements qui peuvent fonctionner avec des temporalités différentes. Par exemple, des zones de loisirs, des stades, qui vont plutôt fonctionner le week-end ou en soirée. Cette mutualisation, elle est a priori intéressante et étudiée précisément et finement, puisque ça engendre derrière des conséquences assez importantes sur la gestion de l'équipement. Puis si on se projette à long terme, c'est vrai qu'on se rend compte que la prospective des parcs relais ne nous apporte pas énormément d'informations sur ce que seront les besoins des parcs relais à l'horizon 2050, qui invite peut-être à une certaine prudence en matière d'aménagement, à concevoir ces équipements peut-être de façon temporaire ou transitoire, et éventuellement laisser la place à d'autres opérations à l'avenir si les besoins de stationnement viendraient à diminuer. Et puis donc ma dernière diapo, c'est sur on va dire les modalités de gestion, la gestion au quotidien de ces équipements de parcs relais. On a vu que sur la planification stratégique, les rôles étaient assez distribués entre régions et collectivités locales. On va retrouver finalement ce même partage des responsabilités sur la gestion quotidienne des équipements, où finalement, d'un lieu à l'autre, d'un parc relais à l'autre, on va avoir différents acteurs qui vont intervenir, les régions, les communes, les intercommunalités, sans oublier la SNCF, qui reste un acteur majeur. Alors il y a différentes raisons à ça, le poids de l'histoire, la possession du foncier,
Comme sur les pôles d'échange, finalement, on va souvent avoir des objets en partage entre différentes collectivités. Et dernier point concernant cette gestion du stationnement, et notamment la question assez cruciale, parfois sensible, de la réglementation du stationnement, en compte en faisant ce tour d'horizon, alors en France, qu'une très très grande majorité des parcs relais ou des parkings de gare que l'on va trouver en France, en fait, sont de simples parkings qui ne sont en réalité pas gérés, c'est-à-dire sans contrôle d'accès, sans vérification de la durée du stationnement, sans vérification non plus des usages qui sont pratiqués. Ça concerne la majorité. Pour autant, on l'a déjà aussi évoqué en introduction, on peut parfois être amené, et c'est sans doute une très bonne chose, à essayer de gérer, réguler les usages de ces espaces de parcs relais. Alors, plusieurs degrés d'intervention possibles. Le premier degré, ça va être de vérifier que ces parcs relais sont bien utilisés en tant que parcs relais, donc par des utilisateurs des transports en commun, en vérifiant que voilà, les personnes qui rentrent ont bien un titre de transport valable, ou les personnes qui sortent du parc relais ont bien utilisé les transports dans la journée. Ça peut être aussi des opérations un peu plus subtiles, hein, comme le réservation de places à certains types d'usages, notamment on voit apparaître de façon un peu timide, mais on voit apparaître des opérations qui consistent à réserver des places aux covoitureurs au sein de ces parcs relais, où on l'a évoqué production, Monsieur Hivernal a évoqué la question de réservation de la place à ceux qui habitent loin de ces parcs relais et qui ne peuvent pas se rabattre facilement à pied, à vélo, vers la gare. Puis dernier niveau, et je m'arrêterai là, de cette réglementation du stationnement, c'est la question de la tarification, alors qu'il y a pour le coup est extrêmement sensible. On se rend compte en France que cette question de tarification, elle est abordée de façon assez marginale. En Île-de-France, elle l'est, et l'intervention qui va suivre nous apportera des éclairages sur ce sujet-là. Et ailleurs en Île-de-France, finalement, ça reste un sujet qui est abordé dans les quelques grandes gares régionales, hein, les gares de centre-ville, périphériques. On a parlé tout à l'heure de Vienne, on peut parler de Voiron, etc., etc. Cette tarification du stationnement est là pour venir réguler gérer le surplus de demande. Alors, ça crée parfois quelques tensions. Peut-être le faible déploiement de cette tarification en parc relais, mais je vais laisser la parole à Aurélien Varès qui pourra nous dire comment se gère cette situation en Île-de-France. Merci. Merci. Alors, avant même de laisser la parole à M. Varès, tout de même, vous avez évoqué les démarches internationales de Wellington et de Dublin. Très, très, très rapidement, qu'est-ce qui se passe autour de nous sur ces sujets? Très rapidement, s'il vous plaît. Alors très rapidement, c'est vrai je disais qu'il n'y avait pas de démarche vraiment stratégique de planification en France, excepté en Île-de-France. On trouve quand même dans le monde, alors je vais citer deux, il y en a quelques autres, des démarches de planification vraiment stratégique des parcs relais périurbains, comme on peut trouver une planification stratégique des parcs relais urbains dans les plans de mobilité ou plans de déplacement urbain en France, par exemple. Ça reste des démarches assez rares, hein, à notre connaissance. Ça s'explique aussi par une gouvernance un peu particulière dans les cas qu'on a pu évoquer, notamment avec des instances de planification à une échelle régionale ou infrarégionale, mais en tout cas, qui dépassent les limites du seul cœur métropolitain. Et ce qui permet que ces instances ont peut-être plus de facilité qu'en France à raisonner à cette échelle métropolitaine et à déployer une planification intégrée. Merci pour ce complément, Monsieur Dubois, parce qu'on approche le sujet aussi sur la gouvernance, sur ces liens, sur les modes de faire. Sonia, vous pouvez réagir, s'il vous plaît, à cette proposition de benchmark de Monsieur Dubois. Qu'est-ce qui vous inspire? Moi, c'est pas tant sur le benchmark que je voulais réagir, mais c'est sur la question, enfin les choses qui ont été dites juste avant, la question de la mutualisation avec d'autres équipements. Je pense que c'est vraiment une piste qu'il faut poursuivre le plus possible, pas faire des parcs relais dédiés spécifiquement à ça autant que possible, hein, mais plutôt utiliser d'autres équipements, notamment qui fonctionnent sur des temporalités différentes, hein, des centres commerciaux, des cinémas, des stades, des équipements culturels. On est tout à fait là dans des choses qui se font. Je voudrais signaler à ce propos l'exemple de la ville de Pontevedra en Espagne, qui est une ville assez grande, mine de rien, 80 000 habitants, et qui a entièrement géré son stationnement comme cela. Tout le stationnement se trouve à l'entrée de ville, à l'extérieur de la ville, justement avant d'arriver, je dirais, dans les rues les plus difficiles à circuler. Et on est bien dans une logique de ce type. Donc en ville, on ne peut rentrer que pendant un quart d'heure pour évidemment accéder à son domicile ou au commerce ou ce qu'on veut. Mais c'est vraiment très strict et très régulé sur un quart d'heure seulement.
pour faire essentiellement du dépose-minute ou du pose-dépose ou des choses de ce type. On a quelques dérogations dans des cas comme, je sais pas moi, des déménagements, mais sinon le reste est complètement géré comme cela avec une logique mutualisée de stationnement à l'extérieur de la ville. Je dois dire que pour que ça réussisse, il y a deux choses qui sont impératives. L'une, c'est d'avoir des très bonnes trames vertes et bleues pour pouvoir accéder quand même aux attracteurs, au centre-ville ou bien à la gare elle-même, hein, parce que Pontevedra a fait la même chose à partir de sa gare. Sa gare est à 20 minutes du centre-ville et ils ont connecté avec une trame verte immédiate pour pouvoir accéder finalement à pied à vélo entre la gare et la ville. Je crois que dans certains cas où on a ces sujets, qui c'est quand même quelque chose qui arrive souvent en France, d'avoir des gares qui sont un petit peu dans les choux à 5, 4, 3, 7 km du centre-ville, ça peut être quelque chose qui devrait vraiment être envisageable. Ces connexions permettraient aussi aux automobilistes de s'habituer à faire parfois ces transferts directs quand ils doivent par ailleurs aller à ces centres-villes, tout en allant par la suite à leur domicile. Ça, c'est surtout au retour, par exemple, du travail. L'autre question que je trouve intéressante, c'est cette question de l'incertitude. Il est clair que nous n'avons aucune idée de comment les gens vont se déplacer, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne se déplaceront pas comme aujourd'hui, et c'est très probable quand même, et on le voit encore là avec les problématiques liées à l'approvisionnement en essence suite à la guerre en Ukraine, ou au pic pétrolier, ou question plus largement de changement climatique et à notre bilan carbone. On voit très bien quand même des changements profonds dans les comportements des gens et qui ne vont faire que de s'accentuer dans le futur. Et donc, on ne doit impérativement pas prendre on va dire la photo du passé et la photo même du présent comme étant une photo du futur. Et donc ça m'amène en effet à appuyer ce point qui a déjà été souligné, qui est de vraiment envisager une extrême réversibilité des aménagements temporaires, transitoires, très frugaux. Surtout, n'investissez pas trop dans ces P+R parce que à l'échelle de vie d'un P+R qui est quand même de plutôt 50 ans, 60 ans, 70 ans, on n'y sera pas en termes de rentabilité financière. C'est fort probable qu'on doive les reconditionner, qu'on doive réimaginer d'autres usages. Donc, surtout pas de souterrain, faire du parking en silo peut-être, et puis sinon, vraiment aménager en surface et encore au minimum. Mais ça, on verra d'autres exemples. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Voilà, on va transmettre ce message de David Dubois sur la façon de re-questionner la pertinence du P+R et évidemment avec vous, Sonia, la façon de voir la réversibilité. Donc on va du côté de Paris-Val-de-Marne à 30 km, à 30 minutes, pardon, excusez-moi, de Paris sur la ligne RER A la plus fréquentée d'Europe et on va aller du côté de certains parc relais, notamment sur Torcy, avec une capacité d'accueil incroyable. Aurélien Marest, bonjour, bienvenue. Vous êtes chef de projet mobilité à la communauté d'agglomération de Paris-Val-de-Marne. Vous avez 11 minutes, je dirais, pour nous approcher vraiment ce qui se passe chez vous et comment ça va nous permettre après, dans le débat avec nos invités, de questionner la pertinence du P+R. À vous. Merci, bonjour à tous. Dans la continuité de ce qui a été présenté, je vous propose donc l'exemple concret d'une collectivité territoriale périurbaine qui est déjà équipée en parc relais, qui a des réflexions en cours donc sur le service de stationnement en gare. Plus rapidement, je vous présente notre collectivité, donc Paris-Vallée de la Marne, une collectivité en Île-de-France, 230 000 habitants, 12 communes, donc à l'est de Paris en Seine-et-Marne. À proximité, un des départements de Petite Couronne, donc c'est une collectivité qui a une interaction avec des communes en habitat urbain assez dense, à la lisière avec des zones plus rurales situées à l'est, et en cela, c'est vraiment une collectivité qu'on peut qualifier de périurbaine, même si on a aussi des quartiers assez denses sur les grosses communes du territoire. Notre territoire, il est desservi d'est en ouest par trois principales radiales ferrées. Donc on a le RER E Transilien P au nord de l'agglomération, là. Au centre, on a donc le RER A qui est effectivement la ligne la plus fréquentée d'Europe. Et au sud, on a une autre branche du RER E. Voilà, ces trois radiales ferrées permettent d'accéder à des pôles d'intérêt en Île-de-France, donc notamment de Rabat vers Paris, puis plus loin à accéder au quartier de la Défense, puis à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée à l'est. Pour information, donc notre territoire va accueillir 2 gares du Grand Paris Express,
fera des nouvelles liaisons et permettra d'améliorer l'accès aux territoires limitrophes et à d'autres pôles d'attractivité. Donc sur le territoire, on a 8 gares qui sont toutes équipées de parcs relais, comme je vais vous le présenter par la suite. Et rapidement, pour mieux comprendre donc, le contexte de la gouvernance des transports en Île-de-France, donc on a Île-de-France Mobilité qui est l'autorité organisatrice de la mobilité. C'est celle qui imagine, organise et finance les transports pour tous les franciliens. C'est elle qui prend la majeure partie des décisions sur les transports en commun et elle produit un certain nombre de schémas directeurs sur l'accessibilité, le stationnement vélo et également le stationnement en gare avec le schéma directeur des parcs relais. L'agglomération, elle exerce la compétence transport pour le compte de ses communes membres et elle fait vraiment le relais en fait entre l'autorité organisatrice et le contexte local et applique par ailleurs les préconisations des différents schémas directeurs. Sur l'Île-de-France, on a un plan de déplacement urbain d'Île-de-France qui fixe des objectifs de report modal. Et l'aménagement des parcs relais dans les gares, c'est un des outils qui permet de répondre à cet objectif. Pourquoi Île-de-France Mobilité a créé son schéma directeur des parcs relais. Donc l'agglomération n'a pas de déclinaison locale de ce plan de déplacement urbain qui fixe donc des objectifs sur le report modal, mais en revanche, elle s'est engagée à travers d'autres documents stratégiques, dont son plan climat, air, énergie territorial, qui comporte des actions qui sont relatives à la mobilité durable, avec notamment la réalisation d'un schéma directeur cyclable, mais également une action sur les parcs relais. Voilà, donc rapidement, la SAPVM Vallée-de-la-Marne, donc 8 gares avec toutes des parcs relais, ce qui représente un total de 3600 places de stationnement. Et on a des parcs relais de nature vraiment très différentes, à la fois en termes de propriété, il y en a qui appartiennent aux communes, d'autres à l'aménageur public local qui est EPAMarne. On a des gestions de ces parcs relais qui sont différentes. L'agglomération, elle, assure l'entretien courant de 5 de ces parcs relais, notamment ceux qui sont situés sur la ligne d'horaire A. Tandis qu'on en a 2 autres qui sont gérés par des opérateurs privés parapublics, EFIA qui est une filiale de la SNCF, HL et puis SAMS à Vers-sur-Marne, donc au nord de l'agglomération. Il y a des différences en termes de propriété, de gestion et aussi de qualité de service. On en a donc 5 qui sont non réglementés, ils sont ouverts et non payants. 2 qui sont gérés et donc barriérés, les 2 que je mentionnais précédemment, HL et Vers-sur-Marne. Et sur ces 2-là, on en a un qui est labellisé par l'autorité organisatrice de mobilité Île-de-France Mobilité. Je vais parler de ce label dans peu de temps. Sur les slides qui arrivent. Voilà. Donc du fait de sa compétence en transport, donc l'agglomération, elle est naturellement amenée à s'interroger sur cette diversité de situations des parcs relais. Et elle envisage de faire converger les parcs relais du territoire vers une même qualité de service. Donc c'est pour ça qu'il y a une action sur la labellisation des parcs relais du territoire, une action qui est inscrite dans le PCET de l'agglomération. Donc ce label qui est proposé par Île-de-France Mobilité, il est censé garantir aux usagers une qualité de service, en termes par exemple de places assurées aux abonnés stationnement et en termes de sécurité. Et en contrepartie, le label impose que le stationnement soit réglementé dans un rayon de 500 mètres autour du parc relais et également que le stationnement dans le parc relais soit payant. Donc au-delà de la qualité de service, l'objectif de l'agglomération de potentiellement labelliser ces parcs relais, c'est de recentrer l'usage des parcs relais sur le rabattement véhicule en gare. Et pour inciter à cela, le label permet France Mobilité finance en fait le remboursement intégral de l'abonnement au parking pour les détenteurs d'un titre de transport annuel. Voilà, en réservant les places de stationnement des parcs relais jusqu'à l'intégrité en fait des places de stationnement à ce type d'abonné, donc qui est en abonnement annuel au transport. Donc l'agglomération souhaiterait que ce label puisse être mis en œuvre sur les parcs relais de son territoire, aussi bien sur les existants que sur ceux qui sont à venir, comme celui qui sera situé à Champs-sur-Marne, justement sur une des lignes du Grand Paris Express.
Voilà, labelliser, ça nécessite une politique qui est coordonnée à l'échelle de l'agglomération, et notamment sur celui d'un corridor ferré, donc du RER A. Donc sur cette carte, on voit 3 gares du corridor ferré de la ligne A, hein, des gares très proches les unes des autres, du fait du contexte francilien. Des 3 parcs relais non réglementés avec un taux de remplissage supérieur à 100%, hein, dans des contextes urbains un peu différents. Et toute action sur un des parcs relais aura forcément des conséquences sur les autres du fait de leur proximité. Donc on a 2 parcs relais de Noisiel-et-Logne, 340 et 240 places, qui sont encore de ville, donc à proximité immédiate de logements collectifs. Il y en a même un qui appartient en partie à une copropriété, donc il y a vraiment un usage mixte de rabattement et de stationnement. Sur ces 2 parcs relais, il y a une proportion donc non négligeable de stationnement de résidents, un détournement de l'usage premier qui est attendu d'un parc relais peut pénaliser les rabattants en gare, hein. Sur le parc relais de Torcy, le contexte est un peu différent. Il est de très grande capacité avec plus de 1100 places, voilà, entouré d'une zone commerciale et de loisirs, et qui est le dernier parc relais sur la ligne du RER A à être gratuit avant ceux qui se trouvent plus à l'est. Donc il équipe une gare d'importance sur le territoire, hein, qui accueille plus de 15 000 passagers par jour. Mais cette gare est également équipée d'autres services, hein. Il y a une gare routière qui est desservie par plus de 15 lignes de bus. Il y a du stationnement vélo sécurisé. Donc il y a d'autres services de stationnement et de modes de rabattement possibles vers cette gare, hein. Donc il est situé à proximité de grandes surfaces commerciales et de loisirs. Il peut inciter un peu un détournement des usages. Et il y a une évolution des règles de stationnement à proximité qui amène à prévoir pour l'agglomération des actions sur ce parc relais en priorité. On a des centres commerciaux qui vont rendre leur stationnement payant. Et pour éviter des répercussions sur le parc relais qui est déjà saturé, il est nécessaire qu'on mette en place des actions. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, un peu en synthèse, donc comme on l'a vu sur les encomprés des parcs relais d'agglomération, il y a une diversité de cas d'usage en termes de propriété, gestion et usage, qui sont le résultat de choses qui se sont faites à travers le temps, hein, gouvernance de propriété. On a le schéma directeur des parcs relais d'Île-de-France Mobilité qui donne un cadre, qui offre un label, mais ça revient vraiment aux collectivités de se saisir de ce schéma directeur si elles souhaitent mettre en œuvre une politique de rabattement de véhicules en gare qui est coordonnée à l'échelle de leur territoire. On a des évolutions de règles locales de stationnement. Il y a les communes qui sollicitent aussi l'agglomération parce qu'elles voient dans les parcs relais une opportunité potentielle de répondre à des problématiques de stationnement sur leur territoire. Voilà, ils veulent vraiment recentrer les véhicules qui stationnent pour le rabattre en gare sur les parcs relais et ne pas les avoir dans leur centre-ville. On a des contextes franciliens de gares qui sont très proches les unes des autres. Donc ça, c'est plein de facteurs qui font que l'agglomération, elle a l'ambition de mettre en place une politique coordonnée et une gouvernance unique sur les parcs relais, chaque commune restant toutefois compétente en matière de stationnement sur la voirie. Voilà. Donc on n'a pas encore de projet bien abouti sur l'agglomération, mais on a quand même un grand principe qui est acté, c'est de ne pas augmenter l'offre de stationnement en gare. Voilà. On veut labelliser nos parcs relais, donc offrir des qualités de service, mais à capacité constante. On veut augmenter la qualité de service, pour recentrer l'usage sur les rabattants en gare, mais on ne veut pas inciter les usagers à d'autres modes de transport à prendre leur véhicule pour se rabattre en gare. Voilà, on veut pérenniser l'existant, éventuellement capter un peu d'autres ceux qui n'utilisent pas encore le parc relais, qui vont carrément en véhicule jusqu'à leur travail, mais on ne veut pas pour autant aspirer, je puis dire, les utilisateurs d'autres modes de rabattement. Pas que d'ailleurs notre réseau de bus est assez dimensionné pour abattre les usagers sur les gares. On a aussi des actions sur le stationnement de vélo, donc l'objectif c'est de labelliser à capacité constante. Voilà, on a des idées pour favoriser le rabattement qu'on pourrait qualifier d'éco-responsable dans les parcs relais, hein, en équipant en borne de recharge, en avons des places pour le covoiturage, en développant des services d'autopartage, en facilitant aussi la dépose minute. Voilà, donc vous l'aurez compris, dans l'agglomération, on est en cours de réflexion sur l'enjeu des parcs relais et le projet à mettre en œuvre. On sait que c'est pas la solution la plus efficace en volume pour inciter au report modal, mais on sait que c'est un outil qui permet un complément d'autres modes de rabattement, d'envoyer quand même un message aux personnes qui se déplacent quotidiennement pour les inciter à utiliser les transports en commun.
Alors merci Monsieur Farès, mais permettez-moi juste une petite reformulation sur, bien sûr, vous avez parlé d'un rabattement éco-responsable, on voit toute la stratégie qui peut effectivement se faire jour à l'aune de ce questionnement, mais s'agissant effectivement de la gouvernance de ce rapport entre les communes et la communauté d'agglomération, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre perception? Est-ce que ces intérêts communs à trouver des solutions, est-ce que vous trouvez que c'est une tonalité intéressante dans la façon de faire émerger des solutions? Du fait de sa compétence transport, l'agglomération, elle a une vision vraiment globale sur l'ensemble des modes de déplacement. Donc, et les communes n'ont pas forcément l'ingénierie ou les ressources en interne pour s'intéresser à tous ces sujets. Donc l'agglomération est vraiment là pour faire la synthèse et pour donner une direction commune sur l'ensemble du territoire. Donc, oui, il y a une question qui vient souvent sur la question de la communication auprès des usagers sur les conditions d'accès des plus hein, qui sont différents. Vous avez exprimé l'idée de coordonner sur l'ensemble du corridor les conditions d'accès. Mais comment vous communiquez avec les usagers finaux en fonction des évolutions et des objectifs que vous recherchez? En l'occurrence, on n'a pas à l'échelle de l'agglomération une stratégie de communication bien ficelée, puisqu'on n'a pas vraiment de politique coordonnée sur l'ensemble des parcs relais. Mais justement, le volonté de labelliser, d'offrir une qualité de service identique sur l'ensemble des parcs relais, ça nous permettra de communiquer de manière claire sur les services qu'offrent ces parcs relais, quelle que soit leur localisation sur l'agglomération. En complément de tout ce qui est fait déjà par Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des profiter du fait qu'on labellise pour offrir une vitrine unique, des standards communs à tous les parcs relais sur l'ensemble du territoire. Très bien. Et donc au final, cette vision sur toutes ces gares, ça veut dire que le périurbain, dans le fond, aujourd'hui, mobilise encore ses parcs relais de manière avec des usages intéressants. Vous avez parlé de Torcy, du centre commercial, c'est ce rapport effectivement à trouver la mutualisation que décrit Sonia Lavallino. Vous êtes plutôt confiant dans la façon d'avancer sur des solutions innovantes d'occupation de ces parcs relais? Justement, le fait que l'agglomération veuille prendre en main le sujet, c'est l'occasion vraiment de proposer des choses innovantes, effectivement, en fonction du contexte local. Voilà, on veut favoriser le rabattement, on veut favoriser l'usage des parcs relais au rabattement en gare, mais effectivement, il y a une partie de la journée et le week-end où on ne va pas réserver uniquement les places aux personnes qui vont travailler, sinon on va avoir des parcs relais à moitié vides, ce qui serait un peu dommage. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de réfléchir sur la mutualisation des usages. On avait hier voilà. Ouais. Parfait, écoutez, vous nous laissez vraiment sur la transition parfaite pour retourner du côté de notre grand témoin Sonia, qui est très sensible effectivement à cette façon dont on prend les questions pour trouver des solutions. Sonia, lors du filage, vous avez quand même un peu re-questionné la façon dont on se posait cette question des parcs relais, et peut-être avec cette vision à destination, ou peut-être plus. Pour moi, j'aimerais rebondir en effet sur deux, trois choses qui viennent d'être dites. Tout d'abord, je félicite la logique de couloir. Ça, c'est sûr, c'est une logique importante que je pense qui a du sens, mais surtout en amont des lignes, c'est-à-dire dans une logique de ruissellement un peu dans lequel les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais il est clair que c'est plutôt vraiment à l'amont de la ligne de train que dans les toutes petites gares que ces parcs relais ont du sens pour capter des gens et remplir très vite les trains. Et non pas avoir une logique, disons, quand on est déjà très près de la métropole finale dans laquelle ce train se dirige. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment l'idée d'aller capter les gens en amont, d'aller capter les gens sur là où aussi, quelque part, la voiture a son sens, c'est-à-dire à plus de 30 km du lieu de travail et non pas là où on aurait aussi d'autres possibilités de rabattement en vélo électrique ou en bus ou autre qui seraient un peu plus concurrentiels. On sait que vraiment je dirais que on va dire l'espace de vie de la voiture devrait plutôt être entre 30 et 50 km et non pas 10 km ou 5 km de la ville de destination, on va dire. Donc quand même un bon usage des lignes. Pas toutes les gares se valent. Les gares en amont des lignes, oui, mais les gares en aval des lignes, il faudrait être beaucoup plus parcimonieux
sur cette logique d'installation des parcs relais. L'autre chose, en tout cas nous en Suisse, c'est comme ça qu'on fait. On fait pratiquement plus de parcs relais dans les endroits qui sont déjà un peu denses et on en fait en revanche encore dans les endroits qui sont vraiment un peu dans la ruralité ou qui ont du sens parce que c'est du périurbain diffus très compliqué. Donc là, bon, on va encore en faire. L'autre chose qui me paraît important, c'est quand même de comprendre qu'avant tout, il faudrait viser de se poser la question des coûts d'opportunité en termes de politique multimodale globale. C'est-à-dire que le parc relais, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau ou c'est le sucre sur les fraises, mais il ne faut pas inverser le plat. Hein. Il ne faut pas mettre du sucre et pas de fraises et mettre plein de cerises et pas de gâteau. Je veux dire, le gâteau, c'est les autres modes de transport. Et vraiment, la voiture, ça devrait venir vraiment comme une poignée de sel. C'est tout petit, hein. L'autre question qui me semble importante, c'est la question, enfin c'est en corrélation, hein, c'est que c'est vraiment pas très efficace pour le report modal. On capte quand même très très peu de gens, enfin, ça a déjà été dit, mais je voudrais encore quand même signaler ça. J'ai travaillé par exemple sur le plan de mobilité de Nancy où on a constaté que sur 100 000 véhicules qui rentrent tous les jours dans la métropole de Nancy, tout au plus la métropole, même avec une politique très ambitieuse, ne peut mettre en place que 5 000 places de parcs relais. Il y a un moment où c'est une goutte dans l'océan, une captation quand même quasi nulle du flux total, alors même que c'est un usage du sol un sol qui est pourtant hyper stratégique. Donc en tout cas, en termes d'autosolisme, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Il faut vraiment voir ça comme une politique transitoire. En revanche, je pense qu'une politique qui incite réellement, comme d'ailleurs ça a été mentionné, à d'autres usages plus intensifs de la voiture, l'autopartage, le covoiturage, ça oui, ça a beaucoup de sens et il faut déjà prévoir dans le niveau de service, dans les tarifications, dans la façon dont c'est aménagé, dans le positionnement par rapport à l'accès au train, de privilégier plutôt ces places-là, des places qui incitent les gens à avoir un usage plus intensif de la voiture, tout d'abord en nombre de personnes, mais aussi, je me place peut-être un petit peu en décalage par rapport à certains messages qui ont été évoqués là sur la question du détournement pour d'autres usages ou autres. Au contraire, me semble-t-il que chaque déplacement en voiture qu'on fait devrait être, je dirais, entre guillemets, rentabilisé au maximum, tant sur la question du multimotif que sur la question des multitemporalités. Donc moi, au contraire, je ferais même des tarifications spécifiques pour que les gens fassent à la fois le travail, le shopping et les loisirs du soir notamment, et qui combinent travail et loisirs et qui combinent travail et achat, et qu'on ait finalement des tarifications qui inciteraient à cela, parce que ça évite que les gens reprennent la voiture plusieurs fois pour plusieurs motifs différents, et ça les incite à, une fois garés dans ce P+R, à finalement avoir un usage intensif, je dirais, de leur stationnement et de faire un maximum d'autres activités autrement, et notamment en combinant ça avec le prêt de véhicules électriques ou de citadins, j'entends, ou le prêt de vélo électrique. Donc c'est juste pour dire qu'il faut avoir une logique vraiment de captation du trajet automobiliste et qu'il faudrait vraiment, entre guillemets, rentabiliser au maximum tant qu'à faire ce trajet-là pour que la personne fasse le plus possible de choses, le plus possible de temps, tant qu'à faire, à s'être déplacé une seule fois en voiture, on va le dire comme ça. C'est revêtement éco-responsable, mais pas moralisant pour autant, donc ça c'est intéressant. Alors vous nous invitez à découvrir donc 2 apports de connaissances vidéo, avec un exemple de parc relais modeste, et puis un autre plus paysager. Je veux bien encore commenter juste le slide qui est à l'écran avant de voir la vidéo. C'est un slide justement qui montre la logique qu'on a adoptée dans le canton de Vaud, hein, donc sur l'arc lémanique. Le canton de Vaud est un canton très étendu. Sa métropole, entre guillemets, c'est Lausanne, hein, c'est toute la métropole de Lausanne-Morges. C'est une ville qui attire beaucoup et de loin, comme on le voit ici, hein, un peu avec tous ces parcs relais rouges que vous voyez là. Au départ, il y a beaucoup d'années, et maintenant de cela, on était dans une logique de parc relais à destination, donc qui était plutôt placé au sein même de la métropole. C'est les bleus que vous voyez là au centre de Lausanne. Et on voit bien aujourd'hui une logique qui est plutôt vraiment de captation en amont, qui va capter le plus possible sur ces lignes ferroviaires plus ou moins fortes, hein, qui sont d'ailleurs des RER ou parfois avec une fréquence uniquement aujourd'hui plutôt quand même une fréquence qui est à la demi-heure et qui d'ailleurs tend à se renforcer au quart d'heure, mais il y a encore quelques lignes là qui sont aussi des lignes à l'heure. Quoi qu'il en soit, on est dans cette logique dans laquelle on met à disposition des parcs relais plutôt petits,
50 places, 60 places, mais qui sont donc le plus en amont possible et qui incitent vraiment à ce que les gens se rabattent des campagnes environnantes vers ces petites centralités qui, elles, sont sur les lignes ferrées. Et comme vous voyez, du coup, pour le coup, on capte de très loin, c'est-à-dire qu'on va capter pratiquement jusqu'à 100 km à la ronde les personnes qui viennent en effet de loin. Et c'est ça qui a du sens si on veut, je dirais, résorber ces congestions métropolitaines très fortes qu'on peut avoir, que Lausanne connaît comme d'autres villes. Donc le canton de Vaud aujourd'hui est plutôt dans cette logique, et donc la logique, elle est de remplir les trains en amont et de les remplir très en amont dans toute la zone d'influence de la grande métropole lémanique, qui comporte d'ailleurs aussi Genève, hein, mais Genève n'a pas cette même politique parce que Genève est péjorée par le fait que assez vite c'est la France et on n'est pas dans la même logique, et on a malheureusement pas passé, il y a eu une votation pour financer des P+R côté français, mais elle n'a pas été acceptée par le peuple, évidemment, qui ne voulait pas exporter ses sous. Et donc, pour le coup, cette politique-là a avorté. Mais personnellement, moi, j'avais voté pour. Je trouvais que c'était quand même logique d'aller chercher les gens de loin. Mais c'est vrai que là, pour le coup, les politiques transfrontalières sont autre chose. Mais on voit quand même cette logique, et je dirais que c'est aussi pareil du côté de Zurich ou de Bâle ou de Berne, qui ont ce même type de logique que celle que vous voyez à l'écran pour le canton de Vaud. Donc, nous, on voit bien nos 5 grandes métropoles, et même les villes moyennes qui sont aussi des centres d'emploi sont toutes basées sur cette logique de rabattement à la source et non pas à la destination. Donc, je veux bien du coup commenter la petite vidéo si c'est d'actualité. Pour qu'on voit comment voyage. Ouais, qu'on voit comment finalement, concrètement, on aménage, hein, deux partis pris très différents que je vais vous montrer. Le premier parti pris est à Guiseville et il est justement parti pris très frugal, hein, aménagé vraiment avec les services nécessaires, par exemple le rechargement électrique, mais par exemple l'aménagement des sols est très simple et on est plutôt dans une logique où on facilite la vie pour les piétons et les cyclistes. On a des voies vertes, on a beaucoup de signalétique, mais pour les voitures elles-mêmes, on ne fait pas grand-chose. On est vraiment dans une logique frugale. Et de l'autre côté, un aménagement à Buren an den Aare, qui est un tout petit village, 1500 habitants en banlieue de Berne. Donc là, ils sont dans la zone d'influence entre Berne et Bienne. Ils sont toutes les deux des grands pôles d'emploi. Cette ligne est en terminus de ligne. C'est un tout petit village rural, donc 1500 habitants. Ils captent encore des gens qui viennent des ruralités environnantes. Et là, on a un parti pris très différent avec un P+R très bien aménagé, très paysager. Très beau, qui pourrait même servir presque de zone de pique-nique par ailleurs, hein. C'est d'ailleurs parfois le détournement que les gens en font, notamment les touristes qui vont à Buren, qui est par ailleurs une ville touristique très, très mignonne, très intéressante. Et donc, ce qui est intéressant dans le cas de Buren, c'est de voir aussi tous les services qui sont en gare et qui sont donc mutualisés. Donc, nous avons le restaurant, le kiosque, le C-vélo, vélo aussi électrique. Il y a toute une mutualisation que nous allons voir, et évidemment, il y a un accès très facile au transport public par ailleurs. On ne pourra pas combiner votre Voilà, c'est pour ça, je commentais à l'avance et comme ça on peut passer la vidéo. Bravo. On y va, on écoute et voilà. Oui, donc là, on voit bien la signalétique dont je parlais précédemment, la voiture mobility que vous voyez en rouge, une logique vraiment où on est venu juste un petit peu prendre une zone industrielle qui était déjà là, où on n'a pas spécialement beaucoup aménagé. De l'autre côté, la partie plus urbaine, on a aussi quelques places en lien aussi avec la vélostation. Et ici, donc, à Buren, on est donc dans une autre ville, la ville que je disais précédemment, très paysagée, où là, on a une logique qui est plutôt assez accueillante, avec un vrai joli parvis, avec les restaurants, avec évidemment tous les bus, beaucoup de places de séjour, parce que c'est aussi, comme je le disais, une ville touristique. Et cette logique de P+R extrêmement végétalisée, on le voit à peine, hein, il est bien discret. Et puis quelque chose qui est finalement assez confortable aussi à traverser, et un aménagement qui privilégie tout d'abord les vélos et les véhicules partagés et qui, un peu plus loin, possède donc
quand même pas mal de places, hein. Là, on est à plus d'une centaine de places, mais dans une logique vraiment très végétalisée et très agréable et qui pourra d'ailleurs par la suite servir, si jamais on enlève les voitures, c'est déjà pratiquement réaménagé pour faire place du village, ville comestible, marché, que sais-je, avec aussi une logique d'accès à piétons très végétalisée, elle aussi, hein. Et donc, je pense que ça, c'est nécessaire. C'est d'autant plus nécessaire que, comme vous le savez, la question du confort thermique va être décisive, hein, dans le futur, vu que les automobilistes seront dans leur clim, mais que sortir de leur clim pour arriver dans un parking qui ne serait qu'asphalté et qui serait extrêmement désagréable du point de vue thermique, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Pensez-y dès à présent, parce que d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, ce sera vraiment pas acceptable, je dirais. Les automobilistes ne voudront pas utiliser des parkings qui ne seraient pas extrêmement végétalisés. Voilà pour ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça apporte au débat. Mais non seulement ça apporte au débat, mais vous nous éclairez constamment, Sonia, parce qu'on a bien compris vos messages, donc une approche multimotive, aussi nocturne, vous nous aviez dit, un petit mot quand même là-dessus. Oui, absolument. Pour moi, c'est très important que, on l'a dit, hein, l'intensité d'usage du P+R est très faible. Et c'est une des raisons pour lesquelles utiliser du sol très stratégique en ville ou, disons, dans des zones quand même intéressantes, proches des gares, pour en faire juste du stationnement pour le travail, la journée, en semaine, me paraît une approche complètement réductrice et pas du tout efficace du point de vue, on va dire, de l'intensité d'usage des sols. Bon, à une époque où on a les ânes, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir autrement. Et donc, pour moi, c'est clair qu'il faudrait avoir vraiment une approche aussi nocturne dans laquelle on pousse les gens à utiliser les P+R pour venir pour des déplacements nocturnes en lien avec les loisirs, avec les visites, avec les restos, avec les cinémas, avec les sociabilités, les dîners entre amis, et puis aussi une logique de week-end. Et ça contribue aussi à ce que les gens s'habituent à utiliser le train aussi à des heures qui ne sont pas forcément les heures auxquelles ils l'utilisent habituellement, qui sont ces heures du travail. Donc pour moi, ça paraît clair qu'il faudrait avoir vraiment les deux. Enfin, tant qu'à avoir un P+R, vous aurez bien compris que ce n'est pas ma position de base, hein. Moi, je suis pour en faire le moins possible. Mais si vous en avez déjà, ou si vous allez en faire un quand même, parce que vous estimez que dans votre cas, c'est stratégiquement utile ou que c'est utile en termes de marketing urbain ou pour positionner aussi vos transports publics, il n'y a pas de souci. Alors à ce moment-là, il faut vraiment le rentabiliser au maximum et dans l'espace et dans le temps et que chaque mètre carré finalement utilisé soit aussi utilisé le plus possible 24 heures sur 24. Et donc, c'est probablement d'ailleurs d'autres publics, hein, ce n'est pas forcément les mêmes publics, ça on l'observe notamment à Strasbourg, où ils ont beaucoup insisté sur l'usage du tramway pour les achats le samedi et aussi le soir pour les jeunes notamment qui veulent sortir et qui veulent finalement pas forcément aller en ville en voiture pour des raisons parce que c'est compliqué de stationner ou parce qu'ils veulent finalement pas trop boire ou des choses comme ça, ou finalement ils viennent en covoiturage, ils se posent, il y en a un qui fait qui va lui sacrifier le fait qu'il ne pourra pas boire et puis tous les autres vont en tramway et finalement ils se déplacent comme ça à 4 ou 5. Donc cette logique aussi de gathering, d'aller à plusieurs dans la voiture qui est quand même le fort, je dirais, de la voiture, et là aussi il faut vraiment inciter à ça, à ce que la voiture soit utilisée le plus possible par 2, 3, 4 personnes et non pas vraiment l'autosolisme dont on parlait précédemment. C'est pour ça que pour moi, une politique P+R qui est centrée sur le travail, elle a tout faux, parce que ça incite quand même beaucoup à l'autosolisme par ailleurs. Alors que pour moi, une politique P+R qui serait centrée sur le multimotif, sur les achats et sur les loisirs, qui sont par définition des activités qu'on fait à plusieurs, serait déjà plus juste dans le sens qu'elle incite les gens à prendre la voiture à plusieurs, ce qui serait quand même notre but finalissime, c'est-à-dire d'avoir un usage de la voiture qui soit beaucoup plus intense et beaucoup plus, en effet, on va dire, dont le bilan carbone serait meilleur. Par définition, même si la voiture est occupée à 3 ou 4, le bilan carbone est un peu meilleur que si on l'occupe tout seul. Merci beaucoup Sonia, merci beaucoup d'ouvrir cette pertinence du raisonnement à la question des loisirs aussi dans le périurbain. Et évidemment, on va donner la parole à Monsieur Nicolas Hivernat, qui bien sûr au titre de bien sûr vice-président du SMTML, mais bien sûr au titre de toutes les réalités qu'il observe à Vienne-Condry, à l'agglomération. J'imagine que ce que dit Sonia a beaucoup d'écho dans ce que vous percevez, Monsieur Hivernat, dans les besoins des habitants et peut-être la façon de faire du P+R tout à fait pertinent.
Oui, bien sûr, ça fait vraiment écho à ce que nous voyons chez nous. Et puis, ça me permet de rebondir à une question que je vois du chat de Madame Bergerie sur les exemples de places de P+R qui peuvent être dédiées à une logique de priorisation et faire la bonne transition justement avec notre usage du P+R à Vienne. On a un grand parking de 800 places, mais en fait, on a des places réservées avec aux abonnés TER. Et on a vu qu'en fait, il y avait une très très forte demande. Pour tout vous dire, au tout début, quand on l'a mis en place, on avait des files d'attente. En fait, c'était du premier arrivé, premier servi sans logique. Et on avait une file d'attente de jusqu'à 2 heures de file d'attente quand on ouvrait le guichet à 5h30 du matin. Donc, on a mis en place en fait des logiques de prioritisation, notamment voilà, les personnes qui sont en mobilité réduite, évidemment, et ensuite, par rapport à la localisation de leur habitat, les personnes qui étaient à plus de 800 mètres à pied de la gare étaient plus prioritaires, et les gens qui étaient aussi à plus de 400 mètres à pied d'un emplacement de transport en commun de notre réseau. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de mise en place qui a permis en fait de pallier ces longues files d'attente. Voilà, pour rebondir, on a je pense que le P+R, voilà, c'est comme m'avait dit Madame Lavagno, une brique parmi d'autres, mais une brique essentielle parce que elle répond à une part importante de la voiture dans le milieu périurbain. Et comme l'avait indiqué Monsieur Dubois dans l'étude du SEREMA, c'est quand même une source de tension et de contradiction. Elle nous occupe du foncier stratégique. Chez nous, effectivement, le parking de la gare, il est en plein centre de Vienne, mais c'est un parking, et là, ça va faire plaisir à Madame Lavagno, il n'est pas utilisé que en P+R, il sert également, on a notamment un grand marché le samedi matin, il est utilisé le soir pour les gens qui vont sortir sur la ville-centre, et par exemple, quand on a le festival de jazz à Vienne pendant une quinzaine de jours, il est absolument archivement blindé, et si on n'avait pas ce parking, on serait bien embêté. On a vu également l'intervention de Monsieur Varese sur que Paris-Val-de-Marne travaille avec une cohérence de ces P+R, et c'est important en fait. On a même si on est dans des contextes urbains qui sont parfois différents, avec des mixités d'usage, voilà, une volonté d'uniformisation avec même une logique de labellisation. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et ça se passe pas que sur la tarification. Quand on arrive à favoriser les gens qui viennent en covoiturage, en dépose minute, en autopartage et même en véhicule électrique avec des bornes de recharge, je pense que c'est une logique qui est vraiment très intéressante. Ça nous montre en fait que les parkings relais en gare, c'est des objets qui sont en évolution et il faut les penser dans une vision par étapes, à long terme, voire même les supprimer. Et voilà, je pense que Madame Lavagno ne sera pas contre. Les supprimer si jamais un jour on arrive à plus rabattre les gens sur d'autres modes de transport et en faire quelque chose de plus valable près de la gare. Des mesures graduelles peuvent s'appliquer pour les gérer. Donc voilà, on a vu une absence d'augmentation de la capacité des parkings. De toute façon, le foncier n'est pas infini non plus. Un contrôle d'accès pour limiter les usages du train, une tarification selon les motifs et les lieux de résidence, comme on fait de notre côté. Toutefois, les stratégies de planification des P+R, la gestion de P+R, elles doivent être discutées d'abord au sein des AOM lorsqu'elles avancent sur leur propre stratégie de planification. On parle de plan de mobilité, de PCAET, et ensuite entre collectivités elles-mêmes d'un corridor. Et là, nous, on peut le faire avec l'appui du SMT-AML. On voit par exemple que la ville centre de Vienne a un plan de stationnement et notamment le P+R en fait partie. Je sais qu'on est pressé par le temps. Je sais pas si vous aviez d'autres interventions avant que je remercie tout le monde, mais je pense que donc ces 4 webinaires, Monsieur Hiverna, donc le mot final vous revient écoutez, après, je vais remercier tous les intervenants qui nous ont aidés à préparer ce webinaire, Madame Lavagno pour la 4e fois, Monsieur Dubois, Monsieur Varese et toutes les personnes qui ont suivi le webinaire. Vous avez été nombreux et qui ont réagi sur le chat. Un grand merci à l'équipe du SMT qui organise ces webinaires avec l'appui notamment des agences d'urbanisme de Lyon et de Saint-Étienne. Et enfin, pour clôturer le webinaire, je vous invite à notre prochain rendez-vous. Cette fois-ci, ce sera sur le terrain. A priori, ce serait à la gare de la Verpillière le 28 juin au matin pour une matinée de travail, donc orchestrée par Sonia Lavagno et donc avec toute l'équipe du SMT. Donc on aura un temps d'observation de terrain, vu qu'on sera dans une gare, un temps d'atelier créatif, un temps de partage et de vote de vos propositions, et puis un petit temps convivial. Maintenant qu'on peut le faire hors Covid, c'est plus sympathique. Donc écoutez, je vous remercie à toutes et tous, et je vous indique que également toutes ces informations, vous pourrez les retrouver sur le site du SMT-AML. Et je vous dis donc à bientôt pour le 28 juin au matin.
Merci. À bientôt. Merci. Bravo à toute l'équipe. Merci à vous. Merci, à bientôt. Et merci aux auditeurs de ce webinaire qui nous ont été fidèles. Merci beaucoup.